partie de ce premier panel qui s'intitule Crime et critique avec des pluriels entre parenthèses. Donc la première présentation s'appelle Au-delà de la critique, quel rôle pour les approches tiers-mondistes du droit international dans les processus internationaux de criminalisation? Et cette présentation sera faite par Wilfried Zungrana, qui a achevé ses études de master en politique publique à la Brand School of Public Policy à Erfurt en Allemagne, et il est doctorant à la Faculté des sciences sociales. Il travaille sur les approches tiers-mondistes en droit international. Oui, après un long vol, c'est un peu médical. Je peux? Ok. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous à Londres et de me joindre à cet exercice pour penser les approches tiers-mondistes et penser le crime. Mon intérêt pour les approches tiers-mondistes en général et pour le droit pénal international a commencé en mai 2013. J'étais à Amsterdam pour inviter à un festival de théâtre. On a un théâtre qui s'appelle Frascati, qui a résisté à toutes les coupures budgétaires en Europe pour le domaine des arts et des spectacles. Et ils ont essayé de joindre ensemble ce qu'on pourrait appeler le domaine académique et le domaine du théâtre. Et dans ce cas, c'est assez intéressant parce que quand on parlait de la sécularisation des processus pénaux, ça m'a rappelé un peu, moi je parlerai beaucoup plus de théâtralisation un peu, hein, des costumes, on a tout, la mise en scène, on a beaucoup d'éléments qui rappellent cela. Et ce qui est intéressant pour le colloque d'Amsterdam, c'est qu'on avait, d'une part, on avait des pièces de théâtre qui ont été jouées sur tout, la plus grande partie des crimes historiques qu'on connaît, sur le procès de Nuremberg, Yougoslavie, et à côté de ça, on avait des discussions savantes sur tout ce que cela représentait. Et justement, quand j'étais invité, j'étais dans les deux cas, hein, comme d'habitude, parce que en ce temps, je travaillais avec une troupe berlinoise sur Black Bismarck. Black Bismarck, c'était une façon de révisiter le passé colonial de l'Allemagne et le rôle de l'Allemagne dans la division, dans le partage du gâteau africain. Et d'autre part aussi, j'avais commencé à développer des affinités pour le droit international. Je rappelle, mettre rapidement cette note de bas de page. Je ne suis pas juriste et j'admire cette liberté, ça me permet de nager sans risque, sans gros risque. Mais je vais prendre soin de respecter vos conventions du mieux que je peux. Et donc, à Amsterdam, c'était le jeu. D'une part, on avait les savants on avait le théâtre de l'autre côté. Et donc, j'étais assis parmi les deux. Madame Fatou Bensouda était là aussi. Elle a donné rapidement une communication et s'en est allée. Elle a très bien fait parce que les questions qui sont venues après allaient être un peu délicates pour elle. Elle risquerait de casser son bol de riz en public, comme je dis, de notre côté. Et donc elle est partie. Et moi aussi, je m'apprêtais à flageller l'eurocentrisme comme d'habitude, quand je me suis rendu compte que les autres participants étaient déjà très critiques. Et c'est là où on se rejoint un peu. Et du coup, on s'est dit, mais il joue mon rôle en fait. Quel rôle dois jouer maintenant s'il joue mon rôle? C'est là que le théâtre commence. Et donc, je me suis dit, voilà, et si ça n'est ainsi, alors je vais essayer de penser les approches tiers-mondistes autrement. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent contribuer, et contribuer de façon positive. Pas seulement attaquer, contre-attaquer, dire ce qui ne va pas, mais s'il devait être au devant, s'il devait dire quelque chose sur le crime, que dirait-il? Et c'est là que le président Klok m'a donné l'occasion d'aller refouiller dans les approches tiers-mondistes pour voir ce que je peux penser et voir ce qu'ils disent là-dessus. Donc j'ai 4 points que je voudrais rapidement évoquer. Le premier, je vais refaire la biographie de ces approches à ma manière, sans les faire toutefois justice, peut-être les criminaliser à certains points. Deuxièmement, je vais essayer de fouiller dans les travaux de certains de ces auteurs
pour voir si je peux retrouver peut-être des pépites sur le crime, quelque chose comme ça qui peut aider à discuter, à parler, à penser. Troisièmement, je fais la critique de la critique. Critiquer ceux qui critiquent. C'est un jeu qui est assez intéressant à la fois. Et enfin, je verrai comment, de mon point de vue, ils peuvent contribuer à penser de façon plus productive, positive, dans les processus de criminalisation. Je reviens sur les approches tiers-mondistes. Les approches tiers-mondistes, c'est un mélange hétéroclite. Il y a beaucoup d'approches qu'on a résumées sous ce grand label d'approches tiers-mondistes. On a le féminisme, on a le marxisme, on a le postcolonialisme, et on a beaucoup d'autres théories critiques secondaires qui se sont réunies. Et c'est très intéressant de rester déjà à ce niveau, de voir que ailleurs, dans les sciences sociales, on assiste à des tensions entre souvent le marxisme et le postcolonialisme, souvent, et surtout quand on parle du rôle de Marx dans l'entreprise coloniale et la manière dont il a pensé l'Orient. Mais ce que je retrouve, ce qui m'intéresse, c'est que quand on en vient au niveau du droit international, ces approches se réconcilient assez facilement et partent avec le même créneau. Il s'appelle approche tiers-mondiste, front commun contre le mainstream du droit international. Et ça, c'est assez intéressant. Il en est de même pour le féminisme, avec ces branches tiers-mondistes et ces branches européennes qui ont des conflits, mais ces conflits semblent ne pas être trop thématisés dans le droit international. Donc c'est un réseau polycentrique d'approches divergentes, mais qui se retrouve sur 2 ou 3 thèmes principaux. Premièrement, ça va être certainement encore le thème durant ce colloque, c'est l'eurocentrisme qui est flagellé de tous côtés. Et vient l'héritage du colonialisme, puisqu'on ramène beaucoup de choses, le fait colonial comme étant un moment fondateur de l'histoire de beaucoup de choses, pas seulement des disciplines, mais aussi de plusieurs processus, le crime, entre autres. Et il y a en général la critique et la position épistémologique qui revient après tout à la French Theory de Derrida et de ses acolytes. Donc il y a tout cela qui ramène, s'il fallait trouver les dénominateurs communs à ces approches-là, il y a ce que je pourrais dire. Et alors, quand est-ce que ça a commencé? Les biographes de ces approches ramènent le tout justement à la fin des années 90, à Our School, un noyau d'étudiants autour de Bernard Chivney tente de penser le droit international autrement, invente de nouvelles approches et ça fait partie de cela. C'est l'histoire. Mais moi, je reviens un peu plus loin. On peut repartir en 1955 à la conférence de Bandung, à la déclaration de Havane et les thèmes d'impérialisme, de colonialisme qui pullulent dans les écrits des auteurs postcoloniaux se retrouvent déjà à ce niveau-là. Donc les racines sont plus. Et il y a encore, et je scène maintenant les approches tiers-mondistes en 2 grandes générations. Et je les scène un peu arbitrairement, mais seulement plus précisément à cause de leur position épistémologique. Les très premiers, juste prenons la période de 1960, des indépendances africaines jusqu'en 1970, fin des années 1970-1980. Ça, c'est l'émergence de la première génération, puis vient avec la théorie politique, une seconde génération. Et dans la première génération, généralement, on a des auteurs comme Elias. Tu me fais signe dès que je vais être trop loin. On a des auteurs comme Thio Elias, on a Annan, on a beaucoup qui ont travaillé dans ce contexte-là. Et avec l'avènement de la théorie critique de Foucault, avec son articulation du rôle entre savoir et pouvoir, on a 1968, Edward Said avec l'orientalisme. Ça a redonné encore de l'inspiration à certains et ils sont allés vers une seconde génération. Et c'est une génération qui maintenant ramène le colonialisme au centre du débat et c'est à partir du colonialisme que toutes les discussions et tous les débats partent. Donc la première génération, je fais cette discussion parce que j'ai remarqué que les auteurs de la seconde génération, ça on mettra les Angie, les Agosino et tous ceux qui s'inscrivent dans la logique de la théorie critique, qui sont dans cette deuxième génération, ont ce que je pourrais appeler à la suite de Harald Bloom une certaine anxiété de l'influence. Ils ont un peu occulté, à mon avis, l'héritage de la première génération, parce que la première génération faisait un travail à leurs yeux
qui était un travail d'assimilation. Il fallait coûte que coûte trouver une place à l'Afrique, à l'Asie, au tiers-monde en général dans le droit international. Et pour la deuxième génération, ça y est, ils ont abandonné carrément ce projet-là. Et leur projet maintenant, c'est de critiquer, de révéler ce que l'Empire fait de mal. Mais quand on revient un peu sur la première génération, et je me suis attardé un peu sur un auteur, T.O. Elias, je ne sais pas comment prononcer son nom correctement en français, mais Elias a fait un travail exceptionnel. C'était un juriste nigérien, le tout premier d'ailleurs que son pays a produit, et qui a beaucoup travaillé juste après la période coloniale britannique sur les questions juridiques nigériennes. Il a reformulé, il a refondé le droit nigérien sur plusieurs aspects. De T.O. Elias, je voulais apprendre ce qu'il pensait du crime en général. Et il en pense très peu d'ailleurs. Il y a une raison pour cela. Il écrit, il a parlé des tribunaux administratifs, des tribunaux pénaux que les Britanniques ont installés, ils étaient au nombre de 10. Et lui, son travail de reformulation du processus criminel qu'il avait à l'époque, il n'a pas touché à cela. Je reprends. Il a changé beaucoup de choses. Il a dit que les Britanniques n'ont rien compris du système nigérien, des systèmes, il va parler des systèmes pour être un peu plus précis, nigérien, et lui il a refondé le droit foncier, il a refondé plusieurs éléments du droit nigérien, mais il n'a pas touché au droit criminel. Et quand je l'ai lu, il a dit quelque part que d'abord les Anglais ont eu le même problème, parce que le Nigeria, il faut le dire, le nord est musulman dominé par la charia, et les Anglais avaient déjà un problème avec cela. Et ils ont autorisé ces cours à parler des questions de crime, si et seulement si ces crimes n'impliquent pas l'amputation, ce qui était fréquent et qui est encore fréquent dans les tribunaux de la charia, si ce n'est pas contraire à la justice naturelle et si c'est cela. Et donc, venant de la part des Anglais, c'est assez compréhensible. En retravaillant le droit nigérien, Elias a gardé cela. Il n'a pas touché à cela du tout. Et je me suis posé une question. Pourquoi a-t-il fait cela? Premièrement, si je dois maintenir aux auteurs de la seconde génération, dire qu'il s'est laissé assimiler, ou il a assimilé, peu importe, et pour cela il a gardé le système juridique britannique, l'hérité criminelle britannique, il n'a rien changé à cela. Ou deuxièmement, je peux dire que c'est un choix pragmatique. Choix pragmatique parce que d'abord, on a une situation de conflit de système de pénalisation au Nigeria. Et c'est là qu'on en parle un peu très peu, même dans les approches tiers-mondistes, c'est qu'on a un homme musulman, et ça c'est un système à part, qui peut-être fait pression sur d'autres systèmes, mais on en parle très très peu, parce qu'on est un peu focalisé sur l'Occident et tout. Et donc, pour Elias, c'était plus simple de garder le système britannique, tout comme c'était plus simple de garder l'anglais que de passer au Yoruba ou à l'Igbo. Donc c'est ce que je me suis dit, que c'est un choix pragmatique qu'il a fait. Mais si on passe de cette première génération vers la seconde génération, on voit que tout ce travail d'assimilation, ce travail pour essayer de projeter ou d'approprier le droit international est laissé de côté. Il tombe purement et simplement. Là, je caricature un peu. Mais c'est une réalité. Et ce qu'on assiste, c'est on assiste à on essaie de repenser les fondements de plusieurs disciplines. Et ce n'est pas seulement dans le droit international, ça part de plusieurs disciplines, ça part du classicisme jusqu'au droit international. Et je peux même dire que le droit international rejoint beaucoup en retard certaines tendances en général. Quand les débats s'estompent dans d'autres c'est en ce moment que le droit international découvre les théories critiques et s'en mêle. Donc, la deuxième génération, la génération de Andy, d'Agosino et consorts, voit partout la main de l'Occident, voit partout la main du colonialisme, voit partout une répétition, une réthéâtralisation, il voit partout que l'héritage colonial est encore présent, que des processus hérités, testés dans les colonies, sont importés dans la métropole. Il voit partout que l'Afrique a été un laboratoire pour essayer plusieurs choses et que ce qui a été présenté sous la forme du nouveau est en fait seulement le retour d'anciennes pratiques.
ce qui est intéressant et ce qui est un peu, c'est la césure qu'on marque là. Entre cette première génération qui était concernée à proposer quelque chose de positif, en gardant un héritage et à faire, à composer avec au moment du mieux qu'il pouvait, et cette nouvelle génération qui va seulement dans le radicalisme. C'est critique, on critique, mais en fin de compte, si on le demande qu'est-ce qu'on fait, il n'y a pas de réponse. Et là, je prends pour témoin Alvarez. Alvarez a écrit un blog sur la Cour pénale internationale et les approches tiers-mondistes. Et il s'est appuyé sur la position des tiers-mondistes sur le cas en 2005 du Soudan, d'Omar el-Béchir et de la position des tiers-mondistes. Pour les tiers-mondistes, la Cour pénale internationale, c'est une institution biaisée, fondée sur des concepts biaisés, et ils ne veulent rien avoir à faire. Même s'ils proclament être touchés par la condition de l'humanité, vouloir prendre la souffrance humaine au sérieux. Et alors, Alvarez, de son point de vue, dit que s'ils sont conséquents dans leurs approches et s'ils tiennent à cœur le bien de l'humanité, ce qu'ils devraient faire, c'est de se joindre ou avoir au moins une position pour condamner les dérives de certains représentants africains. Et là, on rejoint un peu la question provocatrice de Michael au panel s'il faut aimer Milosevic ou pas. Alors, pour les approches tiers-mondistes, ils te diront on n'aime pas Milosevic, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Et Alvarez prend ça comme étant de la mauvaise foi. Mais ce n'est pas de la mauvaise foi seulement. De mon point de vue, cela tient à deux éléments. Le premier est ceci. Le premier, c'est une anxiété de ne pas bien faire, mieux faire. Et ça vient quand on prend la position de la critique. Quand on critique et quand on dit que quelque chose est mal, cela suppose qu'on peut faire mieux ou qu'on peut proposer mieux. Mais ce n'est pas toujours le cas avec les approches tiers-mondistes. Elles savent très très bien ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est mauvais dans le système, mais articuler une alternative crédible, faisable, c'est encore très très difficile. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie dans la critique, on réifie la critique, on reste dans la critique. Ça, je pense, c'est l'une des raisons qui fait qu'on ajoute à ce qu'on pourrait appeler un certain nihilisme, quand on en vient à vouloir penser avec les approches tiers-mondistes de façon très très concrète. Et à côté de cela, de ce manque d'engagement direct avec et ce refuge dans le nihilisme, il y a aussi la peur de se compromettre. En regardant un peu les approches tiers-mondistes, mettre la main à la pâte, se salir quelque part, parce que quand on prend cette position et qu'on se jette dans la boue, on risque d'en prendre pour son honneur, sa crédibilité. Et ça aussi, ça joue un rôle. On ne le théorise pas assez, et il faut aller peut-être dans la théorie littéraire chez les Arabes pour voir comment les gens articulent certaines positions de façon très très intéressante. Je pourrais mettre des analogies du football un peu tout, mais je vous épargne tout ça vous aurez compris déjà dans la fièvre du mondial. Je ne sais pas si de ce côté-là aussi trop le mondial. Je m'assurerai après. Voilà, donc il y a ces éléments-là qui... Maintenant, qu'est-ce que j'attends et qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce côté? Et très très brièvement, deux points. Et je suis parti. Promis. D'abord, il faut faire un usage judicieux du colonialisme. Et là, je m'inclus. J'aime jouer avec ça aussi, même dans le théâtre. Mais je me rends au fil du compte qu'il y a une tendance à l'abus. Et ce n'est pas seulement typique du droit international. Je suis dans une position un peu plus globale dans les sciences sociales en général. C'est que je vois qu'on va trop loin souvent. Quand on voit qu'on me parle du droit du colonialisme au Moyen-Âge, j'ai l'impression qu'on va chercher trop loin. Quand on creuse très très profondément pour trouver des fondements colonialistes à certaines choses, j'ai l'impression que ça va trop loin.
Pourquoi? Parce que dès qu'on l'utilise de cette manière, on risque d'estomper un fait historique assez important. Quand c'est utilisé pour tout ou presque tout, le tout colonial, comme je l'appelle, pour expliquer tout, risque de desservir la force critique du colonialisme. Et en fin de compte, on associera une théorie critique, mais qui ne produit plus rien de nouveau, qui ne surprend plus, et par conséquent, qui n'invite plus à penser de nouveau. Et là, on peut déjà compter les jours jusqu'à ce que la théorie soit relevée par une autre. Et pour le colonialisme, j'aimerais pas voir le colonialisme tomber en désuétude comme certaines théories critiques qu'on a connues, mais c'est parce que c'est un moment historique assez important et il devrait... Deuxièmement, il faudrait renouer avec le legs de la première génération. Les générations jeunes ont toujours le problème qu'elles doivent se séparer, tuer les générations antérieures. Ça, ce serait un bon thème pour une analyse un peu mais il faut renouer avec ce legs-là, réessayer, ne pas avoir peur de mal faire. C'est seulement à ce moment qu'on pourrait réarticuler des positions plus intéressantes. Et enfin, il faut cesser avec le culte, et là je l'emprunte à l'anglais, de l'irrélevance. Beaucoup de ce qu'on dit est très très important. Il y a beaucoup de divertissement, beaucoup de rafraîchissement, beaucoup de pensées rafraîchissantes. Mais en tant qu'étudiant, j'ai passé mon temps avec des théories de développement de toutes choses. Elles sont très très intéressantes, mais quand on veut se baser sur elles pour formuler une politique publique, il y a très peu de substance. Et cela est dû au fait qu'il y a comme une rupture ou un manque de contact avec le monde extérieur. On pourra en discuter, le monde extérieur, la réalité est une construction. On pourrait, et je suis prêt à m'engager dans le débat. Mais il en demeure que plusieurs de nos théories ne proposent pas d'action directe, concrète, où on pourrait dire maintenant on change les choses. Je peux en rester là. Merci. Merci pour cette présentation. Alors, la toute dernière présentation de ce premier panel, donc Julie Pierret. Voilà, je suis un petit peu vieux jeu comme garçon, donc j'ai préparé un PowerPoint. Pas sans notice biographique. En tout cas, merci beaucoup Wilfried Zondrana pour cette présentation. Il y a des liens évidents, puisqu'on verra que, en tout cas j'essaierai de vous montrer que les femmes se salissent les mains, proposent des alternatives, mais néanmoins, effectivement, sur la scène internationale, il y a des conflits qui sont peut-être occultés, ou en tout cas moins présents que sur la scène interne, comme vous l'avez évoqué. Voilà. De la petite manette. La petite manette, c'est ça. Voilà. Merci. Voilà. Dès 1967, la criminologue québécoise Marie-Andrée Bertrand posait en ces termes les jalons de la critique féministe appliquée au système d'administration de la justice pénale. Ces propos pionniers cristallisent le cœur de la critique féministe. Élaboré par et pour les hommes, le système pénal ne peut construire qu'une femme à l'image de ce que souhaite l'homme. La première partie de mon intervention visera à brièvement présenter les ressorts de cette critique et à en envisager les déploiements sur la scène internationale. Je constaterai que si la dimension méthodologique et analytique de la critique féministe présente une continuité indiscutable entre les scènes internes et internationales, le volet prescriptif se donne cependant à voir comme nettement plus nuancé. Et minoré sur la scène internationale la contribution de la critique féministe à des modèles de justice alternatifs à celui porté par le procès criminel. Dans la deuxième partie de cette intervention, je tenterai d'expliquer cette différence. Prendre le féminisme au sérieux implique de situer cette différence en son sein et non au cœur des objets dont il s'empare. Ainsi, les motifs que j'ai pu identifier pour comprendre cet écart entre arène interne et enceinte internationale me semblent pouvoir être ramenés à des bougées dans les points de vue stratégiques, disciplinaires, statutaires, expérientiels, qu'adoptent les féministes, d'une part, à l'égard du système pénal interne hérité d'une période pré-féministe, d'autre part, au sujet d'une architecture pénale internationale à l'élaboration de laquelle elles participent plus directement.
Cependant, le mouvement féministe dit international, appelons-le comme ça, en privilégiant ses travaux sur la justice pénale par rapport aux alternatives de ce modèle, permet d'imaginer un droit pénal international divorçant avec pas d'état d'âme d'avec les biais androcentrés et patriarcaux ayant présidé à son émergence. Et c'est précisément le constat de cette participation directe à un système encore balbutiant qui permet de saisir ce paradoxe. Les horizons de cette révolution en cours feront l'objet de la troisième et dernière partie de ma contribution. Comme vous l'avez déjà constaté, donc, avec Marie-André Bertrand, cette contribution aura pour support un visuel présentant les principales femmes que j'ai consultées et certains de leurs écrits qui m'ont aidé à préparer cette intervention. Évidemment, ça repose sur des choix qui, en dernière instance, ne peuvent être complètement justifiés. Ce n'est pas en 20 minutes, ni même en 20 ou 30 pages, qu'il est possible de rendre fidèlement compte des extraordinaires sillons que grave la pensée féministe dans le paysage critique contemporain. Première partie, donc, qui repose sur une question posée en termes comparatifs. Les axes de la critique féministe sur le système d'administration de la justice pénale dite interne se retrouvent-ils dans cette critique projetée sur l'arène internationale? La pensée féministe sur le pénal est bien documentée. En langue française, on peut renvoyer à l'ouvrage publié en 1998 par la québécoise Colette Parent, intitulé « Féminisme et criminologie ». En langue anglaise, on peut se référer aux travaux de Francis Aidenson. Tout travail de synthèse sur la pensée féministe sur le crime et la réaction sociale qu'il suscite insiste sur les recherches de la sociologue britannique Carol Smart. Son ouvrage « Woman Crime and Criminology, a Feminist Critique », publié en 1976, la même année d'ailleurs, où se réunissait à Bruxelles le tribunal international sur les crimes contre les femmes, eh bien cet ouvrage demeure encore aujourd'hui une balise incontournable. Le fondement de la critique féministe sur le droit pénal s'inscrit dans le dévoilement classique des fonctions occultées du système juridique, qui, loin d'être seulement un mécanisme d'allocation de droits et d'obligations, constitue surtout un système de sens, vecteur de connaissances, sinon de vérité exclusive, qui légitiment et reproduisent une certaine représentation du sujet. Pour le dire plus simplement, mais le féminisme est complexe, surtout aux yeux d'un homme, le droit pénal est un système produit à l'image que les hommes ont d'eux-mêmes, un droit rationnel, et reproduisant cette image, un criminel rationnel. Et en effet, les sources de la rationalité pénale moderne véhiculent l'idée que l'homme est un être rationnel, à la différence des femmes, exclusivement guidées par leurs émotions. On peut évidemment ici songer à la misogynie des penseurs des Lumières, qu'elles soient britanniques ou anglaises. On peut également songer à celle des premiers criminologues, notamment italiens, et évidemment à celle des psychanalystes, parfois autrichiens, qui tous ont contribué à façonner notre compréhension commune du phénomène criminel. Ainsi, non seulement le système pénal et la science produite à son égard ont longtemps invisibilisé les femmes, sujettes anormales et marginales du droit criminel, mais lorsque celles-ci ont été visibles, que ce soit comme auteurs, victimes ou objets de connaissance, ce n'est qu'au regard de leur conformité aux attentes normalisées. J'emprunte ce jeu de mots à la récente traduction française des travaux d'Hilary Charlesworth, attentes que l'on peut résumer évidemment par la Trinité, Vierge, épouse et mère. Ainsi, la première exigence féministe consiste à rapporter l'expérience des femmes telle qu'elle se construit par et à travers le système pénal, et ce faisant à y introduire une dose importante de complexité contextualisée. Car en effet, la pensée pénale produite par les hommes repose d'une part sur un système de communication binaire, auteur, victime, responsable, irresponsable, coupable, innocent, d'autre part sur le portrait de l'homme libre, de ses choix détachés des contraintes sociales, politiques et économiques qui pèsent sur son comportement. L'exigence du mens rea, M-E-N'(S) rea, nous rappelle Nicolas Récy. On retrouvera ce schéma identiquement projeté sur la scène internationale. Il s'agit de rompre avec un droit international construit par les hommes au regard de leurs attentes et de leurs atteintes. Parmi les pionnières de cette volonté de reconstruire un ordre juridique féminin, Catherine McKinnon est également incontournable précisément en raison de son travail épistémologique relatif au rapport entre réalité et théorie, cette théorie n'étant que l'instrument de mise en forme des expériences vécues par les femmes qui permet en retour de transformer ces expériences. Ce travail sera, comme chacune le sait, dirigé vers les incriminations mettant directement à l'épreuve l'image de la femme attendue par l'homme. On songe bien entendu au libellé du crime de viol qu'il s'agira de transformer
afin qu'il rende compte de l'expérience vécue par les femmes et non de celle fantasmée par l'homme, et que ce libellé se décentre de la question du consentement, réduite dans les oreilles des hommes à un oui ou à un non. On songe au débat toujours contemporain sur les incriminations liées au commerce du sexe féminin. Ces enjeux s'observent à l'identique sur la scène internationale. Ainsi, les palinodies des tribunaux internationaux sur la question du consentement font l'objet d'un contrôle pointu et permanent de la part des féministes. Vous voyez l'étude de Cathy O'Byrne, féministes qui plaident pour la prise en compte d'un contexte coercitif rendant illusoire l'idée même de consentement. Et on songe aussi toujours au débat vif sur les formes que doivent prendre la criminalisation internationale relative à la prostitution. Ainsi, les crimes ont-ils un sexe, mais ce sont également les institutions chargées de les identifier, de les poursuivre et, le cas échéant, de les punir, qui, loin d'être sexuellement neutres, produisent et reproduisent une certaine image des personnes et de leur sexualité. L'étude de Kristen Campbell sur la jurisprudence du tribunal pour l'ex-Yougoslavie est à cet égard exemplaire. Elle montre en effet, cette étude, que loin de signifier une violence sexuelle spécifiquement dirigée sur les femmes, ce que les comptes rendus empiriques et leur représentation médiatique du conflit nous montrent, eh bien, cette jurisprudence du tribunal a porté de façon égale, quantitativement, sur les violences sexuelles subies par les hommes et par les femmes. Autrement dit, si l'on se fie uniquement à cette jurisprudence pour comprendre la dimension sexuelle du conflit yougoslave, quantitativement, tout se passe comme si les femmes et les hommes avaient été des victimes égales de cette dimension. Qualitativement, le portrait est évidemment différent. Cette jurisprudence montre des différences assez signifiantes sur les représentations de la sexualité, par exemple, articulées dans cette jurisprudence autour de la pénétration et exclusivement pour les femmes. Le tribunal se fait ainsi le vecteur largement dénoncé sur la scène interne d'une vision androcentrée et hétérosexuelle. Ainsi, le droit et les institutions pénales sont celles construites au départ d'un point de vue masculin. Mais cette vision commune aux scènes internes et internationales va produire sur le plan normatif des résultats plus contrastés. Il est peu de dire que la pensée féministe va sur la scène interne irriguer de façon décisive les courants abolitionnistes ou réductionnistes, qu'ils exigent le rétrécissement ou l'annihilation du système pénal en vue de résoudre les conflits interpersonnels. Le féminisme est à la source des modèles de justice alternatifs au procès criminel et a contribué à l'émergence d'une critique radicale des paradigmes traditionnels du pénal. Les féministes rejettent ainsi la brutalité virile de la fonction dite rétributive, consistant à infliger un mal à une personne ayant commis un mal. Les féministes doutent très largement de la vertu réhabilitante de cette peine, au même titre qu'elles furent parmi les personnes à dénoncer tel un leurre la dimension dissuasive de la peine criminelle. Aussi, l'industrie carcérale, loin d'empêcher la commission de crimes, ne fait que renforcer le désir de violence, notamment misogyne, des hommes qui en peuplent les cellules. Et seulement valider la fonction expressive de la peine, dans la mesure où elle traduit une équivalence de dignité entre l'auteur d'un crime et sa victime, et qu'elle adresse, comme l'a rappelé Diane Bernard ce matin, se faisant un message moral au public. Cette critique des fondements de la peine est partagée par les féministes dites internationalistes. Ni le strict rétributivisme, ni la dissuasion ne peuvent légitimer à eux seuls la poursuite et la condamnation des crimes commis à l'égard des femmes. Mais cette poursuite est cependant exigée, compte tenu de l'expression de désapprobation morale dont cette condamnation constitue l'écho audible par la communauté internationale. Ainsi, Doris Buss ou Margaret de Guzman font de cet enjeu expressif celui central aux politiques des poursuites des juridictions pénales internationales. Elles doivent, ces politiques de poursuite doivent organiser leur sélectivité autour d'un ensemble de cas de violence sexuelle subis par les femmes suffisamment représentatifs pour refléter la diversité de ces expériences. Mais à l'inverse de ce que l'on lit dans la littérature interne, dans la doctrine internationale, cette remise à plat des fonctions traditionnelles de la peine ne se prolonge pas avec la même ampleur que sur le plan interne, sur des modèles imaginant une autre peine. Songeons aux travaux de Carlen Faith sur les modèles de justice autochtone au Canada, les loges et les cercles de guérison. Songeons également aux études de Diane Martin sur les controversées conférences familiales australiennes. Mais à travers ces innovations pointées par les féministes, émerge le projet d'une justice autant améliorée qu'amélioratrice, comme l'écrit Pat Carlin, qui estime par ailleurs, et c'est intéressant, qu'un État perd son droit de punir les personnes dont il est incapable de satisfaire les besoins primaires, économiques, sociaux, culturels et politiques. Que dire alors, évidemment, à cet égard de l'Empire international? Lawrence Snyder critique également l'investissement du pénal en vue de résoudre les violences faites aux femmes, précisément en regard d'une critique de l'État.
en appeler à son intervention renforce ses pouvoirs coercitifs, notamment et surtout à l'égard des femmes et de leur corps. L'absence sur la scène internationale d'un pouvoir central comme l'est l'État sur la scène interne peut donc contribuer à expliquer la différence que pointe mon intervention. Une autre explication peut également se situer dans le constat que l'institutionnalisation de la justice pénale internationale, initiée depuis une trentaine d'années, s'est dès le départ accompagnée de modalités alternatives à celles du procès. Ainsi, les commissions de réconciliation et ou de vérité qui peuvent, mutatis mutandis, être comparées aux expériences internes de justice réparatrice. Cependant, l'examen des travaux produits par les femmes dans le champ du droit pénal international permet également de situer cette différence dans la distinction des points de vue respectivement portés sur la justice interne et sur celle internationalisée. Comme l'indique Aya Gruber, ce premier point de vue est un point de vue disciplinaire. L'investissement féministe du droit pénal, au détriment des réflexions sur les régulations juridiques non criminelles, est surtout le fait de juristes et de praticiennes, qui assez logiquement sont plus enclines à intérioriser la nécessité de punir et les structures judiciaires chargées de la mettre en œuvre. Or, faut-il le rappeler, la critique du droit pénal fut surtout le fait non de juristes, mais bien de sociologues ou de criminologues. Et le champ de la justice pénale internationale est surtout occupé par la discipline juridique. Les femmes qui s'y insèrent sont essentiellement des juristes, et la présence de criminologues et de sociologues demeure par ailleurs encore comparativement très marginale. Plus encore, parmi la littérature féminine sur le droit pénal international, les auteurs les plus prolifiques et les plus souvent cités, et notamment présentés dans cette présentation, eh bien, ont été ou sont des femmes débauchées, sans mauvais jeu de mots, par les institutions pénales internationales, voire par les délégations diplomatiques nationales, et en particulier le bureau du procureur. Ce double point de vue, disciplinaire et statutaire, n'est pas sans conséquence sur le positionnement stratégique des féministes. Car c'est en effet ce qui distingue le féminisme de toute autre posture critique. Cette posture féministe est indissociable de l'activisme. Sans critique, pas d'action, et sans action, pas de critique. En 1970, le mouvement québécois contre le viol refusa de participer à un colloque gouvernemental sur la violence, notamment contre les femmes. 18 ans plus tard, le Women's Caucus for Gender Justice participa non seulement aux négociations du statut de la Cour pénale internationale, mais en fut même l'une des chevilles ouvrières. Évidemment, une telle comparaison singulière est assez artificielle, j'en conviens. Elle est cependant suggestive pour comprendre le constat posé par Janet Haley, qui voit dans la participation des femmes au statut de Rome une rupture dans la stratégie, j'étais un peu trop vite, voilà, une rupture dans la stratégie féministe d'outsider. Celle-ci se fait insider, à une posture explicitement politique et militante, succède une représentation de soi comme exclusivement juridique et experte. Ce changement de stratégie sera payant, il aura donc un prix. Enfin, la critique du droit pénal interne a reposé sur l'expérience des femmes, victimes, mais aussi auteurs, poursuivis et condamnés. Et c'est par exemple à partir de l'expérience carcérale féminine que les féministes vont radicaliser leur critique à l'égard du système punitif. Or, sur la scène internationale, la seule expérience féminine est celle de la victime. Les projets féministes relatifs à la justice pénale internationale ne reposent pas, et légitimement, sur l'expérience vécue de la poignée de femmes poursuivies par cette justice. Il s'agit d'un biais inhérent à la justice pénale internationale, biais discuté par plusieurs femmes, notamment par Karen Engel, qui voit avec inquiétude l'étendard de la femme victime à sauver comme motif d'un devoir de protéger et d'intervention armée. Au final, au risque de simplifier, les travaux de femmes non juristes, non appointées par des institutions pénales internationales ou des délégations diplomatiques, et qui rapportent l'expérience d'autres personnes que celle des femmes victimes de violences, devraient dissonner au regard de la majorité des écrits féminins sur la justice pénale internationale. Eh bien, telle est en tout cas l'impression qui se dégage de la lecture des recherches de Maria Stern et de Maria Eriksson-Bass sur les violences sexuelles au Congo, recherches qui reposent sur l'expérience des auteurs de ces violences, qui la justifient notamment, c'est intéressant de le souligner, comme un outil de résistance à l'égard de leur hiérarchie militaire, et études qui reposent également sur l'expérience de femmes non victimes de violences sexuelles. Et ces femmes souffrent aussi, notamment de ne pas être légitimes à recevoir une aide humanitaire, puisque dans cette région du monde, l'essentiel de l'aide humanitaire est de facto réservé aux seules victimes de violences sexuelles. Au final, la différence interne internationale entre l'objet criminel et l'intervention féministe est que sur le plan interne, les femmes ont reçu en héritage un système d'administration de la justice pénale à l'origine duquel elles furent soigneusement écartées, tenues à l'écart. Alors que dans l'arène internationale, ces femmes ont plus directement contribué à son élaboration et sa mise en œuvre.
Davantage que sur la scène interne, cette participation inlassable et pointue permet de visibiliser les biais patriarcaux de la justice pénale et d'en imaginer une débarrassée de ses apories. Texte pivot de l'institutionnalisation pérenne de la justice pénale internationale, le statut de Rome est à cet égard illustratif de cette subversion féministe à l'œuvre et des résistances patriarcales qu'elle suscite. Construire une justice féministe consiste en substance à, premièrement, introduire un genre à cette justice, qui se présente abusivement comme sexuellement neutre, et deuxièmement, à rompre avec la logique binaire, archétypique d'une lecture masculine du monde. Premièrement, le statut de Rome repose sur un gros travail de nettoyage sémantique, comme chacune le sait, en vue que l'incrimination des violences sexuelles traduise plus fidèlement l'expérience des femmes et non les sentiments des hommes. Ainsi a-t-on vu disparaître des incriminations des violences sexuelles, toute référence aux notions de dignité ou d'honneur de la femme qui polluaient les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels. Cela suffit-il à genrer la justice? En français, non. En effet, le mot gender, qui apparaît à plusieurs reprises dans la version anglaise du statut de la Cour pénale internationale, a été traduit en français non pas comme genre, mais comme sexe, et comme substantif, et comme qualificatif, par exemple dans l'expression gender violence, par sexiste, violence sexiste. Ainsi, le terme gender est défini par la référence aux deux sexes suivant le contexte de la société et n'implique aucun autre sens. Valérie Osterveld décrit cette formule alambiquée comme une ambiguïté constructive, ce qui en langage diplomatique permet aux parties opposées de trouver chacune leur compte. En particulier, l'objection de nombre de délégations étatiques, traduite par cette référence aux deux sexes, visait le refus de faire de l'orientation sexuelle un motif de persécution prohibée au titre de crime contre l'humanité. L'insertion de cette notion, fût-elle exclusive à l'anglais, constitue néanmoins une première brèche dans la neutralité postulée par la justice pénale. Les prochaines étapes de la prise en compte de l'expérience des femmes visent à faire de la violence contre elles un crime international en soi, sans qu'elles ne doivent par ailleurs remplir les conditions du crime de guerre ou du crime contre l'humanité pour être poursuivies devant une juridiction internationale. Aussi, un autre cas décisif serait, comme le suggère Fionnuala Giolein, de sortir de la seule violence physique comme étalon de l'expérience féminine. L'on plaide pour que le système de la justice pénale internationale puisse conceptuellement appréhender les violences sociales, politiques, économiques que vivent les femmes privées d'accès au travail, aux loisirs et bien entendu au pouvoir. L'insertion de la persécution sexiste ou liée au genre, certes timide, pourrait susciter une ouverture du système sur ce point. Une telle perspective permettrait de sortir, deuxièmement, de la logique binaire du droit pénal international, reposant sur des notions mutuellement exclusives de conflit ou d'absence de conflit interne ou de conflit international, et qui tout entier repose sur la distinction entre droit de la personne de la paix et droit humanitaire de la guerre. De nombreux travaux féministes appellent un rapprochement entre ces deux sous-systèmes juridiques à travers l'abolition de la distinction entre paix et guerre, autant fondatrice de la justice pénale internationale qu'insignifiante au regard des personnes qui souffrent. C'est notamment Rhonda Copeland qui a plaidé pour ce rapprochement au sein du Women's Caucus for Gender Justice, dont elle est l'une des fondatrices et dont l'action fut décisive dans l'intégration des droits de la personne au sein du droit international pénal, fût-ce au titre de principe interprétatif du droit applicable, comme le pose désormais l'article 21 du statut de la Cour pénale internationale. Rapprochement timide encore, mais la porte est désormais ouverte pour que la louve féministe s'introduise dans la bergerie des gardiens du temple, du droit prétendument neutre, mais sexuellement arbitraire. Et utiliser le moralisme masculin, les droits de l'homme, comme on les appelle encore en France, pour fissurer les fondations d'une justice virile, la Cour pénale internationale, voilà parmi tant d'autres un défi stimulant qu'offre la pensée féministe aux perspectives critiques sur le droit et le droit international. Je vous remercie. J'avais une interpellation pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas si c'est des vraies questions ou des réactions. C'était très intéressant, merci beaucoup. Alors d'abord pour Julien, c'est vraiment anecdotique. J'ai pensé au sexe du procureur. Il a été énormément discuté en fait quand Fatou Bensouda a été élu, enfin désigné
par l'Assemblée des États partis comme procureur. On s'est réjoui du fait que c'était une femme, en plus une africaine, et c'était évidemment légitimement pour la Cour, alors que le sexe des juges n'avait jamais été discuté, enfin, ou le genre des juges n'avait jamais été discuté. Et alors c'est marrant parce qu'en t'écoutant, je me suis dit, mais au fond, peut-être que Fatou Bensouda n'était pas le cri de légitimation nécessaire, mais que c'était plutôt Ocampo, qui est tout le contraire, qui légitimait par son côté très mâle, ce qui symbolisait ces résistances patriarcales au développement du crime féminin. Voilà, enfin, au féminisme, je sais pas compris. Voilà, petite réaction. Et alors, pour Wilfried Zungrana, j'ai une question, réflexion. Enfin, vous avez mentionné les théories littéraires comme une façon peut-être d'approcher les choses de façon plus nuancée ou d'apporter des réponses que n'apportaient pas les théories tiers-mondistes. Enfin, vous avez fait référence à ça plusieurs fois, par le biais du théâtre, par le biais aussi de théories littéraires. Alors je voulais vous demander si vous pensiez que les approches de type droit et littérature pouvaient arriver en complément alors des approches critiques de type tiers-mondiste, parce que au fond ça m'a fait penser à deux choses. Ça m'a fait penser aux références chez Luc Hulsmann à la littérature comme justement une approche beaucoup plus fine de la réalité et de la transgression que le droit, qui ne dit pas coupable oui ou non, et lui utilise ça justement pour montrer les limites du droit, et ce qu'il propose c'est l'abolition, donc c'est quand même une proposition assez radicale. Et en même temps j'ai aussi pensé à la conclusion de ce bouquin de Marc Oziel, que vous connaissez sans doute, dans laquelle il propose une interprétation du procès international pénal par ce biais théâtral, en disant au fond c'est comme si la défense jouait une tragédie où chacun, y compris les accusés, se trouve dans une situation impossible et en fait il n'y a pas de fin heureuse, tandis que l'accusation joue une pièce élisabéthaine tout à fait édifiante en mettant en avant les valeurs, etc. Et au fond il dit la solution ce serait peut-être plutôt de jouer un théâtre d'idées à la Brecht, qui problématise, qui montre toutes les limites de ce qui se passe, mais qui au fond, en faisant réfléchir, ne propose rien et ne donne pas la réponse. Et donc c'est marrant parce qu'en vous entendant, je me disais, tiens, c'est vrai que ce retour à la littérature permet quand même une approche plus fine et parfois des choses plus constructives que les approches de type plus juridique, y compris critique. Mais au fond, est-ce que la proposition, parce que vous avez beaucoup insisté là-dessus sur l'importance de proposer quelque chose, est-ce qu'au fond, vraiment, il y a une réponse là-dedans ou pas? Je ne sais pas si c'est une question, enfin voilà. Tu veux me passer la question? Merci. Avant de commenter ton commentaire sur le sexe du procureur ou des juges, je veux juste rebondir sur ta deuxième question et aussi signaler que Jenny Trelli a par exemple utilisé le journal d'une femme de Berlin dans un article qui s'appelle Rape in Berlin, donc c'est un journal anonyme qui a été découvert après la Seconde Guerre mondiale, donc qui utilisait, les féministes utilisent aussi la littérature comme modalité, sans doute d'après elle, c'est sa thèse, plus fine pour comprendre la violence sexuelle et sa complexité. Et l'intervention de Wilfried Zungrana me faisait penser, effectivement, je disais qu'il y avait peu d'alternatives punitives dans la pensée féministe pénale internationale, mais peu, il y en a. Et donc il y avait un article de Rama Mani sur l'utilisation de l'art et du théâtre et l'émergence d'un paradigme d'une justice culturelle post-conflictuelle. Donc si ça intéresse, les personnes peuvent s'y référer. Mani, M-A-N-I. Alors, par rapport au sexe du siège, bon, il y a tout un pan de la recherche qui porte sur les femmes juges et font-elles une différence. Je pense par exemple ici au Québec et au Canada aux travaux de Marie-Claire Bello, de Rebecca Johnson, qui ont vraiment analysé de façon très très pointue toute la production des juges femmes à la Cour suprême du Canada pour montrer si elles se distinguaient des juges hommes avec des résultats très très nuancés. Je pense aussi aux travaux, mais je ne me souviens plus de son nom, c'était un homme, sur les procureurs femmes dans les tribunaux des flagrants délits français. Là aussi, avec des résultats en fait suffisamment nuancés pour ne pas être en mesure d'établir une corrélation entre le sexe du juge et la décision qu'il rendra. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à observer, mais il n'y a pas de corrélation. Croire que les procureurs, les femmes, juges permettront à l'agenda féministe de s'imposer n'est pas aussi simple que cela et probablement un leurre. Pour le dire très simplement, on ne naît pas juge, on le devient.
Et donc, le processus de socialisation de la magistrature, qui est un processus pensé par et pour les hommes, quelque part, en caricaturant, transforme la femme en un juge, comme les autres. Mais bon, voilà. Mais maintenant, pour revenir à la CPI, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même, tu parlais des procureurs, il y en avait un autre précédemment, mais je suis désolé. Avant Gladstone, c'est possible? Ah non, à la cour. C'est un tribunal pénal yougoslave. Ouais. Désolé, c'est pour dire, j'ai un fiche les noms, j'ai aucune mémoire des noms. Mais donc j'étais frappé de lire ce procureur du TPY hier, de dire qu'il, dans un article publié, le lobby féministe a changé mon office. J'ai jamais vu un procureur en droit interne dire que tel ou tel lobby, pas seulement féministe d'ailleurs, avait changé son office et sa mission. Quand même le signe de quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe là. Donc voilà, et c'était un peu pour répondre, ou en tout cas à poursuivre ta question, je pense qu'effectivement c'est un enjeu symbolique représentatif majeur, c'est un enjeu qui peut effectivement participer d'une légitimité formelle d'une juridiction, à savoir sa parité, mais pour autant il n'y a pas de lien avec des avancées plus substantielles dans les combats féministes. Merci pour la question. À Berlin, on a eu une discussion sur le théâtre politique en général et c'était à l'occasion de Occupy Wall Street. On a essayé d'occuper la scène aussi d'une certaine façon. Et la discussion qu'on a eue, c'était en fin de compte si le théâtre, mettons en général les arts du spectacle, peuvent nous aider à résoudre la crise. Et la question la plus simple, c'est non. Et ce n'est pas leur rôle, en fait. Ce n'est pas le rôle de la littérature, du théâtre ou du monde des arts de proposer, de dire ce qui doit être changé, ce qui doit être fait. Ce n'est pas leur rôle. Qu'ils arrivent déjà sur scène comme un kaléidoscope à nous montrer d'autres visions, d'autres aspects qui ne viennent pas systématiquement en tête, surtout quand on se retrouve dans un cadre un peu techniciste, un peu fermé, où on a l'impression que ça se joue un peu comme du religieux. Ils envoient de la légèreté, ils changent la perception en même temps, et on voit ça sous un autre angle. Mais ce serait aller un peu trop loin de dire, voilà, on renvoie toute la classe politique aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, ce sont les artistes qui vont diriger. Non. Et dans mon intervention, quand j'ai amené les approches littéraires, c'est tout ce pool-là que les auteurs tiers-mondistes en général utilisent pour s'inspirer, parce que c'est de là que vient l'inspiration en général. Edouard Said, 1978, c'était en littérature, critiquait l'orientalisme, la manière dont ça a été construit par les auteurs. Et ça, plusieurs ont vu, ils ont dit, mais c'est ce qui nous manquait pour repenser nos disciplines. Ils s'y jettent, ils y trouvent de l'inspiration, mais ça reste là. Ils ne commettent pas ce que j'appelle une science sociale. Les littératures ne commettent pas ça. Ils ne commettent pas ce genre de crime. Mais ça aide à penser différemment. Et c'est là mon appel pour tous ces... Parce qu'ils se sont jetés sur ce genre de sources. Et ils se sont mis à s'inspirer de cela. Ils ont oublié la deuxième partie, et qui est l'articulation d'une nouvelle philosophie, qu'elle soit directement inspirée par cela, ou qu'elle ait mis devant le devant de la scène des éléments qui avaient été oubliés ou perdus de vue. Ne serait-ce que, en fin de compte, il y a une réarticulation qui est nécessaire. Sinon, ça reste dans le domaine du spectacle et on rejoue la chose à la brèche. Merci. Ma question commentaire pour M. Zungrana. Je vais vous prendre doublement au mot parce que je vais commencer par une référence à la première génération. Et en plus, c'est quelqu'un du domaine de la littérature. Donc, c'est Aimé Césaire. Okay. Et je vais essayer de le citer de mémoire. Okay? Aimé Césaire disait dans un discours, « Notre rôle n'est pas de bâtir a priori le plan de la future culture noire, de prédire quels éléments en seront intégrés, quels éléments en seront écartés. Notre rôle est infiniment plus humble, il est d'annoncer la venue et de préparer la venue de celui qui détient la réponse, le peuple. » Hein? Si je cite Césaire et cette citation-là, c'est que personnellement, je suis toujours un peu chatouillé quand
on critique la critique en disant oui, mais la critique ne reconstruit pas après avoir reconstruit. Et moi, il me semble que cette citation d'Aimé Césaire, première génération, nous dit exactement ceci. Le rôle d'un intellectuel, en guillemets, n'est pas nécessairement de prédire, mais c'est de faire la critique. Et c'est de faire réaliser aux gens qu'il y a un autre univers qui est possible. C'est-à-dire, si on reprend le mot le concept de Marcuse que j'adore, c'est d'élargir l'univers du discours clos, c'est de le dépasser, c'est de faire réaliser que le possible dans notre imagination est limité, mais qu'il y a qu'il y a d'autres possibilités de construction de la société. Et ça, pour moi, c'est le rôle de la critique. Mais après, une fois que cette étape-là est réalisée, ce n'est pas nécessairement le rôle de l'intellectuel, encore une fois en guillemets, d'essayer de prévoir qu'est-ce qu'on doit faire après. Parce que de toute façon, on aura beau prédire, mais ces changements-là vont tout le temps s'inscrire dans des contextes de lutte sociale. Et ces luttes sociales-là, on n'aura pas de monopole sur ces luttes. Donc, c'est les gens qui vont lutter, qui vont penser le changement social tel qu'eux le veulent et non pas nous. Donc, c'est ce qui me chatouille un peu toujours quand on fait cette critique-là. Par ailleurs, moi, il me semble que dans la pensée tiers-mondiste, maintenant deuxième génération, il y a des gens qui essaient de réarticuler ou de repenser un futur possible. Anne Guy, dans une certaine façon, il y a certains de ses travaux. Anne Guy ne veut pas tout balancer, faire tabula rasa, par exemple, à partir des droits humains. D'autres, parmi cette génération-là, celui qui m'est venu par la tête tantôt, c'est Balakrishnan Rajagopal, qui cherche à réfléchir les rapports, tu vois, les mouvements sociaux qui luttent dans une perspective de droits humains, dans une perspective critique, mais en même temps de manière programmatique. Donc, ça, c'est mes deux commentaires par rapport à cette partie-là. Et ensuite, peut-être une autre remarque. Quand vous dites qu'on va trop loin avec le colonialisme, moi, première question, je voudrais que vous me donniez un exemple de ça. Parce que, personnellement, j'ai l'impression que... Et là, je fais référence, par exemple, à la conférence de Nancy Turgeon ce matin, qui essaie de nous faire le tableau sur une longue période, pour essayer de nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et elle recule jusqu'au 16e siècle. Pour moi, le colonialisme, c'est un substrat qui existe, dont on ne peut pas en sortir, autant dans les sociétés du tiers-monde ou post-coloniales, selon le terme que vous voulez choisir, que dans nos sociétés occidentales qui sont aussi post-colonialisées, si on veut. Donc ça, c'est un substrat dont on ne peut pas sortir, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de ce qui constitue la réalité actuellement. Maintenant, il y a d'autres... je vais utiliser le mot variable avec guillemets parce que je n'aime pas le terme que je trouve un peu trop positiviste, mais il y a d'autres, disons, variables qui finissent par influencer évidemment les relations, les rapports sociaux à l'intérieur de notre société. Mais, quand on se situe, quand on dit qu'on fait de la critique postcoloniale ou tiers-mondiste, c'est évidemment sur le postcolonialisme, ou le néocolonialisme, ou le tiers-mondisme qu'on porte. C'est là-dessus qu'on fait porter notre attention, alors que, par exemple, les féministes vont surtout travailler sur le rapport homme-femme, le rapport genré, sans nécessairement nier qu'il y a d'autres rapports qui aussi sont constitutifs de la réalité sociale, ou du fait social. Voilà. Je vais y aller. Oh, c'était très très riche. Je ne sais pas par quel bout commencer, mais peut-être je dois commencer par rendre aux auteurs tiers-mondistes leur dû. Et je ne suis pas en train de dire qu'ils ne font rien. Ils font beaucoup. Et il y en a qui dirigent des programmes de droits humains dans leur pays d'origine. Je pense à Gati, je pense à Mukwa. Il y en a plusieurs qui essaient de s'impliquer dans des projets très très concrets. Et pour revenir à la première et à la deuxième génération, il y a cette première génération, j'étais resté dans le droit international, mais c'est bien d'avoir amené
Césaire et sa citation. Justement, Césaire a inspiré quelqu'un d'autre qui a utilisé Césaire d'une autre manière et qui a été très pratique avec cela. Et je pense à Fanon, par exemple, Frantz Fanon. Frantz Fanon, pour lui, je me sens beaucoup plus proche de sa façon de voir les choses. Il y a la théorie, et il y a aussi, il a peut-être exagéré, il a très mal fait certaines choses, je pense à son articulation du rôle de la violence dans la société à venir, dans l'émergence d'une nouvelle société. Il a pris trop loin, mais il a été influencé par un autre intellectuel, mais pour lui, il n'est pas resté seulement dans la critique, dire voilà le système colonial, la France doit quitter l'Algérie, la France ça ne marche pas. Il s'est engagé dans la lutte. S'est engagé dans la lutte, il n'a pas eu peur de défendre ses positions. Aujourd'hui, on mettra beaucoup de bémol à ce qu'il a proposé sur le rôle de la violence et ce que ça a donné plus tard, même pour l'Algérie, et ce que ça a inspiré comme d'autres mouvements qui se... Mais regardant Fanon et sa possibilité d'articuler ces deux éléments à la fois, le domaine théorique, et qui continue d'inspirer beaucoup les cultural studies et tout ce qui gravite autour, et en même temps sa possibilité de s'impliquer pour sa vision, qui peut être dangereuse, et c'est ça, c'est cet élément dangereux. On peut se salir les mains, on peut salir sa réputation, on peut bafouer son capital social, beaucoup de choses, et surtout dans un système contemporain intellectuel où rapidement on est facilement ostracisé. Tenir pour ses convictions peut relever dangereux, mais il n'en demeure pas moins que certains le font, et ils réussissent à leur manière, et dans l'urgence de l'heure, et je pense que quand on regarde la souffrance, la misère qu'il y a encore dans certains de nos pays, il ne serait pas confortable de s'asseoir dans une université européenne, avoir tout ce qu'on a comme facilité, je suis là-dedans, et se distancer d'une certaine manière. On parle pour eux, je me demande si on parle vraiment pour eux, ça aussi c'est une question qui est très très importante, et on s'en détache, on fait des choses pour eux, peut-être de façon symbolique, puisque ça ne change pas grand-chose, mais toujours est-il, et en regardant la façon avec laquelle ils ont la connaissance des instruments juridiques, du langage juridique, du vocabulaire juridique qui est impressionnant, ça c'est un pouvoir, et c'est un pouvoir pour moi qui va avec une responsabilité. Et je ne dirais pas seulement que le rôle de l'intellectuel c'est de s'asseoir, réfléchir et penser. Quand on l'a, on peut devenir un peu plus militant. Quand on s'engage dans cette voie ou qu'on en reste, ça c'est une autre question, c'est libre à tout le monde. Toujours est-il qu'on connaît de plusieurs que c'est possible de faire le pas vers une... Et moi j'attends impatiemment ce pas, parce que le temps presse et la souffrance humaine ne recule pas dans ce domaine-là. Et deuxièmement, il y a beaucoup de choses que vous avez laissées. Et vraiment, je vous en suis infiniment reconnaissant pour ça. On peut encore en discuter sur le rôle de l'intellectuel en général. On aura Bourdieu, une approche bourdieusienne après, et on aura encore l'occasion d'en discuter sur le rôle, en quelque sorte, sur quel est notre rôle. Et c'est une question personnelle. Et moi, je ne serais pas, personnellement, je ne me sentirais pas à l'aise dans un rôle qui est seulement celui de la critique. Quoi qu'elle représente, est une une pratique aussi, en quelque sorte, ça on le sait depuis la French Theory et l'articulation que Derrida et Co ont fait, essayer de montrer que ce n'est pas toujours important de séparer les deux comme si c'était des pièces d'une noix de cola, mais que ça pouvait aller ensemble, s'acheminer. Je pense que pour l'heure, et c'est quand on pense à la souffrance humaine causée par les crimes, il est impératif de se mettre maintenant de ce côté-là et de savoir qu'est-ce qu'on fait de façon très pratique. Et je reviens sur l'héritage colonial. Je disais que on va un peu loin parce qu'il faut regarder d'abord le colonialisme comme tout autre, comme on le pense actuellement, pas comme fait historique, mais comme on le pense actuellement comme une théorie critique. Et les théories critiques émergent, prennent du poil de la bête et s'estompent à un certain moment. Et ça s'estompe quand on étire ça vers
plusieurs barrages, comment dire, réseaux, plusieurs cadres, on étire. Ça peut être de façon disciplinaire, par exemple, ce sont des théories qui sont nées dans la littérature, on a utilisé ça pour la littérature, et ça c'était vraiment très très intéressant quand c'était en littérature, parce que ça a permis par exemple que des auteurs qui n'étaient pas connus, prenons par exemple Chinua Achebe et plusieurs, se retrouvent dans les canons de littérature aux États-Unis, en Europe, des auteurs qui étaient totalement méconnus. Et ça, c'était quelque chose de très, très visible, empirique qu'on pouvait voir. Et après, maintenant, il y a l'expansion. Même, il s'expande aussi, hein? C'est même théorie coloniale. Donc, il y a l'expansion maintenant vers d'autres réseaux, d'autres disciplines, d'autres sphères. Et cette expansion est plus ou moins incontrôlée. Et réfléchissons d'une perspective de philosophie de sciences sociales, on ne sait pas trop le critère pour lesquels, je ne sais pas. Comment une théorie arrive à voyager de la littérature, se retrouve en droit international, se retrouve en relations internationales, là aussi c'est un grand débat à ce niveau, et dans plusieurs autres sphères. Mais qu'il en tienne, c'est encore bien. Restons dans le domaine de change, ça change, c'est du kaléidoscope, c'est très beau. On a de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, de nouvelles fraîcheurs. Mais si on en reste là, ce que seulement ce sera comme, je ne sais pas, comme on regardait des photos dans un journal, un album photo, okay, une autre photo, une autre perspective, mais nous restons très très loin d'une certaine réalité. Et c'est sur ça que je veux mettre l'emphase. Et c'est là où je pense que la première génération, à mon avis, a essayé. Ils ont échoué sur plusieurs plans. Par exemple, l'articulation du nouvel ordre économique mondial. Ça a été un fiasco en bout de compte. Il n'y a rien à changer. Mais ils ont essayé. Et si la deuxième allait renouer plus sérieusement, critiquer, et je ne sais pas s'il va falloir qu'il fasse une marche d'activiste ou quoi. S'il devait renouer avec cela pour qu'on revoie les termes de commerce et plusieurs autres qui sont, ça aurait peut-être un impact encore plus direct dans le quotidien des Africains et de tous ceux-là qui actuellement peuplent la haie. Donc, et là, avant de terminer, et je finis maintenant, ou alors je laisse ça. Peut-être peut-être qu'on a une ou deux dernières interventions, ça va être l'heure du lunch bien vite. Je suis désolée, j'aurais dû être à la table, mais j'ai trouvé les deux interventions vraiment très intéressantes. Alors j'ai quelques questions. Déjà, j'ai une observation, c'est que je crois, mais alors je rejoins Rémi, je vois que tu présentes les Twel, enfin ce que tu appelles la deuxième génération, alors on pourrait dire la troisième, mais de manière un peu caricaturale, et je crois que leur position est beaucoup plus ambivalente par rapport au droit international. C'est à la fois, ils sont dans l'attitude de rejet et de reconstruction, c'est ce qui fait d'ailleurs selon moi leur richesse. Donc je pense que ça serait peut-être à nuancer. Mais je voulais savoir si, lors de tes lectures, tu avais vu un peu plus qui pensent spécifiquement des processus internationaux de criminalisation. Enfin, on n'avait que 20 minutes et peut-être que tu avais préparé ça. Mais moi, je serais intéressée à savoir ce qu'eux en disent plus spécifiquement. Et je rejoins aussi Rémi sur l'intersectionnalité. Ce qui est vraiment intéressant pour moi dans les études critiques, c'est lorsqu'on étudie plusieurs, à la fois, par exemple, plusieurs variables. Le terme est vraiment bancal, je n'apprécie pas non plus. Et à ce niveau-là, je voulais faire juste un commentaire à Julien. Alors moi, il y a eu un colloque il y a 1 ou 2 ans à Paris sur, ça s'appelait Femmes et droit international. Et il y a eu une intervention de Lorenzo Gradoni. Alors je ne sais pas si les gens étaient là. Pardon ? Il y a moins d'un an. Non. Il y a 2 ans, je ne sais plus. Et en fait, il a fait une intervention. Alors, moi, j'étais pas là, mais j'ai lu son texte. C'était sur la représentation des femmes noires au sein de la justice pénale internationale, en disant que lorsqu'une femme est criminelle, en fait, elle serait pire qu'un homme. Et si elle est noire, c'est encore plus catastrophique. Enfin, je me demandais s'il y avait d'autres, s'il y avait des féministes. Lui a fait un texte là-dessus, je ne sais pas si ça a été publié, mais je me demandais s'il y avait des féministes qui avaient écrit aussi là-dessus sur la représentation des femmes, notamment des femmes noires, au sein du discours pénal international. Et la dernière chose, à propos du colonialisme et du tout colonial, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été dites sur le fait colonial, et notamment, moi je peux parler que au sein de ma discipline, en droit international, la dernière étude sur le colonialisme en France, elle remonte à la thèse d'État de Georges Sell,
dans les années 20 qui a écrit en fait sur sa thèse, c'est la traite internationale des négriers. C'est la dernière étude de grande ampleur sur le fait colonial en France. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et à analyser sur le sujet. Voilà. Je vais prendre les interventions, puis on prendra les réponses ensuite. Dominique, si on n'a pas de temps, ça ne me dérange pas. Oui, moi aussi. Hein, Tu me dis si on n'a pas de temps. Ça va, on me dit que ça va. Ok, ben c'est juste un petit, c'est pas une réaction à la présentation de Julien. Ça me touche toujours quand on discute de développement, de l'implication du mouvement féministe dans le développement de la loi pénale internationale. Ça m'intéresse toujours. Et donc j'ai voulu juste réagir peut-être d'une manière un peu incohérente. C'est pour dire que le Women's Caucus, faut reconnaître le contexte historique dans lequel il a agi. Hein. C'était donc un mouvement qui a décidé de manière assez consciente d'investir l'espace ouvert sur le plan théorique par Hilary Charlesworth et Christine Schenken dans leurs ouvrages au début des années 90. Et de Vienne à Beijing, à Rome, on bâtit tout un mouvement d'ONG, d'experts, de juristes qui, à fur et à mesure, ont investi cette nouvelle institution de la Cour pénale internationale. Dont plusieurs travaillent toujours, soit pour la Cour ou pour les gouvernements qui appuient la Cour, etc. Et moi, il y a plusieurs personnes qui ont été très, très impliquées dans ce mouvement-là, mais surtout Rhonda Copeland, qui était la présidente formatrice de Women's Caucus en 1995 et qui a occupé cette position jusqu'à sa mort il y a 2-3 ans maintenant. Et la difficulté un peu quand on se déclare féministe et on s'implique dans le mouvement, c'est on décide de travailler en consultation avec des femmes de partout dans le monde et de lutter dans le but de réaliser certains objectifs et de faire abstraction un peu de sa particularité tout en reconnaissant les différences entre elles. Alors, Rhonda, c'est une militante féministe, socialiste, lesbienne de New York des années profil 70, qui, à mon sens, a réussi à réunir des femmes de partout dans le monde autour d'un projet commun et de maintenir leur implication pendant plusieurs années dans un contexte très peu favorable. Hein. Alors, je l'ai vu de près en étant impliqué dans la coalition des ONG moi-même. Et j'avoue que pendant la conférence diplomatique de Rome et par la suite à New York, les Mangos, qu'on les appelle en anglais les male NGOs, les Mangos, les ONG des hommes, Amnesty, Human Rights Watch, etc., étaient ouvertement hostiles à Rhonda et au Women's Caucus à l'époque. Et le gouvernement aussi. Hein. Il y avait un contexte dans lequel les États-Unis travaillaient avec la collaboration du Canada pour obtenir le consentement de la Chine à certains éléments dans le statut de Rome, la définition des crimes contre l'humanité, par exemple. Et la lutte était fois avec le sans-siège et la Ligue des pays arabes aussi, pour exclure du statut de Rome la définition de grossesse forcée, par exemple, ou limiter la définition d'esclavage sexuel, etc. Alors, la lutte de ces femmes-là, c'était, oui, ils avaient le profil professionnel, ils étaient des avocats privilégiés dans ce sens-là, mais qui ont décidé d'investir cet espace-là en temps réel pour influer le processus dans le but d'ouvrir un espace dans lequel d'autres femmes à l'avenir pourraient arriver pour débattre certaines choses. Par exemple, pour Rhonda, je sais qu'un des sujets qui l'intéressait, c'était l'idée des crimes d'honneur. Est-ce qu'on pourrait arriver à un moment où le crime d'honneur pourrait être vu comme une forme de crime contre l'humanité? Et ça tourne tout autour du chapeau du crime contre l'humanité, la définition d'une activité systématique ou généralisée, une politique. Alors, les définitions de ces éléments-là. Elle était très investie dedans. Des gens comme McKinnon, Halley, Doris Buss, etc., ils n'étaient pas là où ils étaient là en termes de chercheuses qui arrivaient ponctuellement avec des cases à cocher sur le formulaire. Vous voyez un peu mon approche, mon perspective sur ça, mais bon.
on travaille comme chercheur sur un autre plan, hein, sur le plan d'un autre horizon, selon un autre rythme. Et des fois, c'est un peu le problème théorie et pratique, hein, ceux qui décident d'investir la pratique et ceux qui décident de développer le champ théorique dans une vision plus long terme. Hein. Mais dans cette gang-là dont tu parlais, Julien, j'ai voulu juste dire que je vois un peu cette dynamique et ce conflit-là qui continue à influer sur ces débats au sein de la communauté féministe dans ce domaine. En bref, merci. Pour rebondir un petit peu sur justement le propos de Bruce, Julie, je me demandais si tu as beaucoup lu dans la doctrine de critique féministe, des féministes qui n'ont pas participé à l'élaboration du statut de Rome, donc au militantisme féministe qui s'est déroulé à ce moment-là, si tu as pu voir justement après une critique féministe de ce travail-là, s'il y a un recul qui a été fait, si des femmes, s'il y en a beaucoup qui ont travaillé là-dessus. Et puis finalement, peut-être une question peut-être un peu plus personnelle, pourquoi avoir choisi de présenter quelque chose sur le féminisme pour ce colloque-là en tant qu'homme, comment tu t'es sentie à travers ça? Donc on en a un petit peu discuté ensemble, mais peut-être en parler, ça serait intéressant. Je vous laisse répondre aux interventions. Ah, est-ce qu'il y avait une autre personne qui avait une info? Oui, une question très très rapide pour Julien. Tu disais qu'à défaut des autres mouvements critiques, le féminisme considérait qu'il n'y avait pas de théorie sans pratique militante et pas de pratique militante sans théorie critique, donc une sorte de boucle de rétroaction continue entre la théorie et la pratique, ce qui permet justement de combler cette césure parfois un peu étanche entre la théorie et la pratique. Et là, tout de suite après, tu nous parles de l'élaboration, de la participation des femmes à l'élaboration du statut de Rome, et tu nous dis qu'il y avait que cette participation était payante et qu'il y avait un prix à payer. Et donc, quel est ce prix à payer? Donc, c'est un peu en lien avec la question de Mia. Voilà, merci. Je vous laisse répondre relativement rapidement. Voilà, merci en tout cas Bruce pour cet éclairage qui est tout à fait, effectivement, il y a vraiment une stratégie, notamment dans les écrits de Rhoda Copland, de dire, voilà, par rapport aux tribunaux pénaux ad hoc, on n'a pas participé à l'élaboration de leur statut, on a dû, je dirais, gagner des choses sur la jurisprudence. Bon, maintenant, avec la Cour, on va jouer sur les statuts, on va jouer dès le départ à l'élaboration du droit. Alors oui, ça a été critiqué. Bon, il y a deux choses, il y a deux types de critiques. Hein. Bon, la critique du processus en tant que tel. Oui, il y a effectivement l'article de Jenny Talley est peut-être le récit le plus critique sur cette participation. Mais néanmoins, moi, ce qui m'intéresse dans le féminisme, c'est son uber réflexivité, c'est-à-dire que ses propres victoires sont l'occasion de ses propres problèmes et de victoires ultérieures. Donc, en ce compris, les femmes, pour répondre à ta question, Mia, qui ont participé au statut, sont critiques sur le résultat de cette participation. Et enfin, je veux dire, d'une part, parce qu'elles n'ont pas tout obtenu, ça c'est évident, on a parlé des crimes d'honneur, mais il y a aussi des questions de mutilation sexuelle, c'est pas encore si clair, ça c'est vraiment connu, l'harcèlement sexuel ne l'est pas, ça c'est sûr. Donc il y a pas mal de choses qui n'ont pas été obtenues. Mais d'autre part, parce que tout simplement, le féminisme s'indexe au quotidien, je dirais, aux expériences, et donc ce qui pouvait apparaître comme une solution à un moment X ne l'est plus à un moment X plus 1 dès l'instant où l'expérience a été indexée par la première solution. Autrement dit, et même pour aller plus loin, il y a des féministes qui revendiquent leur côté, ça peut paraître paradoxal quand on voit la complexité et le raffinement des modèles qui sont construits, mais il y a des féministes qui revendiquent le côté athéorique de leur pensée, précisément pour éviter de réifier la théorie, comme cela a été dit une autre fois, et pour qu'elle reste ouverte et indexable aux expériences continues. Voilà. Il restait peut-être encore deux petites choses, mais je vais être très rapide. Pourquoi j'ai travaillé là-dessus? Bon, parce qu'il n'y avait pas d'autres
proposition là-dessus, soyons clairs, et parce que dans l'équilibre du programme, donc là je vous donne des choses qui n'ont rien à voir avec mes propres centres d'intérêt scientifiques, dans l'équilibre du programme, c'était intéressant d'avoir une proposition là-dessus. Voilà, il est évident que non seulement cette présentation n'est pas féministe en tant que telle, et il est aussi évident, même si c'est plus discuté, que moi je considère, je viens d'insister sur l'articulation entre expérience vécue et propos théoriques, voire propositions politiques, eh bien, je considère qu'un homme ne peut pas être féministe, évidemment, puisqu'il ne peut pas rencontrer cette expérience vécue. Éventuellement, il peut être pro-féministe comme je peux être pro-palestinien, mais je ne vais pas être féministe. Et enfin, sur la femme noire, alors, oui, ben, bon, à ma connaissance, mais je parle devant des spécialistes de la justice pénale internationale, je pense qu'il y a une femme noire qui est actuellement poursuivie devant la CPI, hein, c'est Simone Bagbo. Je ne pense pas qu'il y en ait eu d'autres. Il y a eu... j'ai son nom ici. Ilana Plavsvich devant le TPY. TPIR. Et en compétence universelle. Oui, oui, bien sûr. Mais je parlais ici des juridictions pénales internationales. Bon. Je parlais donc des accusés. Donc cette expérience n'est pas rapportée par la pensée féministe, en tout cas de façon nettement moindre que celle des victimes, avec évidemment, et ça les féministes en sont tout à fait conscientes, d'ailleurs c'était Fiona Niola qui parle d'essentialisme stratégique. Il est clair qu'à un moment donné, présenter la femme victime noire présente des biais, mais réflexivement on peut en être conscient et on peut, le cas échéant, les contourner, mais essentialisme stratégique parce que cette présentation, ben, elle est efficace, elle produit des résultats qui seront par ailleurs après discutés. Donc voilà, quelques mots de remarque, mais merci beaucoup pour vos questions. Et brièvement. C'est la chose la plus difficile. Très bien, la position est ambivalente et ce n'est pas seulement un droit international pour les auteurs de la deuxième ou troisième génération. C'est un peu, ça se retrouve aussi même en théorie littéraire, entre Spivak, Saïd, Baba et tous ceux-là qui s'inspirent de travailler. Il y a une discussion. Et c'est la marque de fabrique en fait, du réseau. Et ce qui les aide aussi à échapper à ce que je pourrais appeler une évaluation, une critique. Quand tu regardes ailleurs dans les sciences sociales, il y a un moment où on déclasse en fait les théories. Physique, c'est la même chose. On déclasse les théories. Mais à cause, parce que c'est un peu ambivalent, ça va dans tous les sens. Ça veut dire parfois avant la colonisation, pendant la colonisation, après la colonisation. Ça veut dire, ça parle de pays colonisés comme des pays n'ayant pas été colonisés, où on convoque ça à plusieurs effets. Il y a eu une révolte en Suède, on parle de la révolte post-colonie par exemple, et ça montre un potentiel heuristique très très important et en même temps, ma peur, c'est une peur en fait, j'ai peur que par ce étirement-là profond, on essouffle un peu le potentiel de ça. C'est pas que il y a pas, le tout colonial ne veut pas dire que il n'y a pas, je suis moi-même impliqué là-dedans. Actuellement, je suis en train de travailler sur l'Algérie, la guerre d'Algérie, comment ça a été un moteur pour trouver des méthodes contre-insurrection, comment plusieurs choses ont été testées pendant ce temps et comment même les sciences sociales ont été instrumentalisées, ou la position des intellectuels, il y a beaucoup de choses. Tu vois, et la ligne est directe, la ligne est claire, ne c'est pas par une gymnastique intellectuelle d'amener à vie quelque chose. C'est ça d'une part. Pour les post-coloniaux, la position est très simple et tranchée. Ils vont insister que c'est un système biaisé. D'une part, le statut de Rome, l'influence qu'a le Conseil de sécurité pour amener les cas devant la Cour pénale internationale et plusieurs autres font qu'ils rejettent complètement une telle structure néocoloniale qui, de mon point de vue, est compréhensible s'ils le disent, mais que fait-on dans ce cas si on le rejette? Et que fait-on quand la souffrance est avérée, la souffrance des victimes, de ceux La Cour pénale internationale a un fonds d'indemnisation, je pense, qui est là, pour peut-être aider des victimes si on laisse tout le côté symbolique et cathargique qu'il y a derrière, d'épuration. Il y a un fonds qui peut aider, par exemple, des victimes qui a essayé de reconstruire une vie. Parce que quand tu penses que
un coupable soit symbolique, hein, passe son temps à la haie, entouré, bien servi et tout. Et les femmes qui ont contracté le sida suite à des viols et consorts sont toujours dans une vie pas meilleure. Alors là, il faut y réfléchir à deux fois. Et pour finir, qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense que les hommes peuvent penser comprendre les femmes. Et Saïd l'a bien expliqué. Il n'y a pas de insiderism, il n'y a pas de prédilection particulière, pas parce que je suis africain que je peux parler pour les... Et là, on peut s'interroger là-dessus si les femmes parlent pour les femmes. Tu nous as présenté presque une centaine de femmes blanches. Je peux dire que peut-être les positions de ma grand-mère ne sont pas forcément représentées là-dessus, mais il faut voir ça dans ce domaine et garder le débat ouvert. Je reste là-dessus pour que... Ouvert devant le lunch.